ce geste a priori anodin se cache en réalité toute l'histoire de l'amitié franco-japonaise. Pour comprendre ce que celui-ci représente et plus largement d'où vient cette fascination française pour l'archipel nippon, il faut remonter au milieu du 19e siècle. Mais avant ça, petit détour pour parler de la période historique Sakoku. Jusqu'à là, le Japon vivait coupé du monde. Ses habitants avaient l'interdiction de quitter l'archipel et seuls quelques pays maintenaient encore des relations commerciales avec le Japon. Mais d'abord, pourquoi le Japon s'est-il replié sur lui-même ? Ce choix s'explique par l'arrivée assez brutale des puissances européennes dans la région. Dès 1521, le conquistador Magellan s'est installé aux Philippines et a introduit le catholicisme de force. Pendant 3 siècles, le pays passa sous domination espagnole et prendra même comme nom celui du roi d'Espagne, Philippe II. Les Européens, en apportant des armes mais aussi le christianisme sur l'île, ont suscité la méfiance du pouvoir impérial. Celui-ci craignait que les Japonais convertis n'accordent plus d'autorité à Dieu qu'au shogun. Craignant de se voir colonisé comme ses voisins, le Japon prit alors la décision de fermer ses frontières. S'ensuit alors une longue politique d'expulsion des missionnaires chrétiens et d'exclusion sociale des Japonais convertis. Car depuis son implantation en 1549 par François Xavier, la religion comptait plus de 200 000 fidèles japonais. Le gouvernement nippon mit en place de grandes répressions allant jusqu'à tuer plus de 40 000 chrétiens lors d'une révolte à Kyushu en 1637. Après ça, le pays poursuivit sa politique d'isolement jusqu'en 1854 avec l'arrivée d'un pays, les États-Unis. En mars 1854, Matthew Perry, en charge des relations diplomatiques, entra dans la baie de Kanagawa accompagné de 4 navires de l'US Navy. Son objectif était simple, développer des relations avec ce pays extrêmement oriental, quoi qu'il en coûte. La puissance américaine contraignit donc le pays à rouvrir ses frontières pour le commerce, rompant ainsi de force sa période d'isolation. Ce traité est donc aujourd'hui encore considéré comme le premier des traités inégaux imposés par les Occidentaux contre les pays asiatiques, que sont la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Ce changement de l'État provoqua de nombreux bouleversements dans la politique intérieure du Japon, et permit au pays d'adopter la politique impérialiste et colonisatrice américaine, ce qui l'amena à son tour dans les décennies qui suivirent à appliquer des traités inégaux sur ses pays voisins. Bon, maintenant que les bases historiques du Japon sont posées, on peut revenir au cadre initial. Le geste pratiqué par les deux dirigeants s'appelle le Kamehameha, et je suis presque sûr que vous l'avez déjà vu et entendu au moins une fois dans votre vie. Et c'est normal, car il fait partie de la liste quasi infinie des outils du soft power japonais. Le soft power est l'habilité à séduire et à attirer sans avoir à contraindre ni à menacer. Il se caractérise par l'attraction politique, morale ou culturelle. Et c'est le dernier point qui va nous intéresser ici. Mais vous vous doutez bien que l'amour culturel franco-nippon n'est pas né avec un Kamehameha. Donc pour comprendre d'où vient cette idylle, il faut se rendre à Paris en 1867. Deuxième exposition universelle de Paris. Le Japon, en tant que nouveau-né, compte bien séduire un public étranger. Car derrière la simple idée d'exposer son art, l'exposition universelle sert de tremplin géopolitique pour quiconque saura affirmer sa richesse culturelle. Le frère du dernier shogun, Akitake Tokugawa, est chargé de rassembler plusieurs milliers d'objets de l'artisanat japonais. Pour ce faire, il va parcourir les différentes provinces du pays avec comme objectif principal, transporter le visiteur au pays du soleil levant. Ils vont par exemple recréer l'ambiance traditionnelle du logis, qui ne cessera d'émerveiller les visiteurs de par sa sobriété et la simplicité de son mobilier. Ou lors de l'exposition universelle de 1978, représenter une ferme japonaise dans les jardins du Trocadéro, avec des arbres amenés spécialement du Japon, une cérémonie du thé et un intérieur orné d'étoffes et de céramique. Mais il y a un artiste dont le rôle a été majeur dans les relations franco-nippones et vous connaissez tous une de ses œuvres. Sous la grande vague au large de Kanagawa, la première des 36 vues du mont Fuji et la plus célèbre des estampes d'Okusai Katsushika. Reprise et réinventée des milliers de fois, cette gravure a fait le tour du monde avant d'être enfin reconnue au Japon. En effet, ce maître incontesté de l'art aujourd'hui n'a jamais été reconnu comme digne d'étude dans son pays natal et il lui faudra attendre l'arrivée des Européens sur le marché de l'art asiatique pour que sa nation le reconnaisse enfin. Pour l'anecdote, le peintre français Henri Rivière rendit hommage à Okusai à la fin du 19e siècle avec une série de tableaux intitulés « Les 36 vues de la Tour Eiffel ». Comme dit précédemment, Okusai est le précurseur d'un mouvement artistique qui rapprochera la France du Japon pour de nombreux siècles, le japonisme. L'expression est attribuée au critique d'art Philippe Burti. Elle désigne le goût pour les arts japonais, leur imitation ou encore leur influence sur les œuvres occidentales. Celle-ci, par exemple, signée Édouard Manet. Elle représente Émile Zola, et au ton de l'écrivain, on retrouve plusieurs clins d'œil à l'univers nippon. Un lutteur de sumo à sa gauche, mais aussi un paravent japonais représentant un oiseau sur une branche de cerisier. Zola lui-même, dans Au bonheur des dames, son ouvrage le plus populaire qui sortira 15 ans après ce tableau, fera référence à des grues et d'immenses parasols japonais. Il ajoutera ensuite qu'il a suffi de quelques années au Japon pour attirer toute la clientèle artistique de Paris. Avec ces détails, Manet rappelle l'influence de l'art japonais sur les artistes de sa génération. Mais au-delà de l'art, c'est toute une vision plus ou moins fantasmée qui commence à se créer dans l'imaginaire français. Le pays est alors perçu comme raffiné, élégant et mystérieux. Les kimonos, les jardins, la cérémonie du thé ou encore l'architecture traditionnelle créent ce mythe d'une civilisation ancienne qui s'est développée loin des influences occidentales.
Les premiers collectionneurs privés comme Sanucci commencent à ramener à Paris de plus en plus d'objets, ce qui continue d'alimenter la fascination à l'égard du Japon. Toutefois, il faut bien avoir conscience qu'à cette époque, s'intéresser au Japon était un luxe réservé à une élite bourgeoise, une partie de la population capable de flâner dans les maisons de collectionneurs ou aux expositions culturelles. C'est réellement au tournant du XXe siècle que la culture japonaise va se populariser en France et passer d'une simple curiosité à quelque chose qui fait désormais partie de notre quotidien. Au début des années 80, les premiers animés débarquent à la télévision française. Des séries cultes et clairement identifiables font donc leur apparition comme Goldorak, Olive et Tom ou encore Dragon Ball Z. D'un autre côté, des productions franco-japonaises parviennent à séduire un public sans que celui-ci ne se doute de ses origines. Je parle ici d'Heidi, réalisé par Miyazaki, Ulysse 31 ou encore l'émission Le Club Dorothée. Même si à ses débuts, l'animation japonaise a suscité quelques débats en France, elle a très vite été adoptée. La question est, est-ce que vous avez remarqué, madame, une escalade de la violence à la télévision française et depuis quand? Je crois que c'est indéniable. Je crois qu'il y a une escalade de la violence, d'abord parce qu'on est dans une société qui voit reculer les frontières de ce qui est considéré comme supportable. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Si aujourd'hui on peut voir le président français faire un kamehameha, ce n'est pas pour rien. Cela montre à quel point l'animation japonaise s'est intégrée dans le paysage culturel français au fil des années. Et pour cause, aujourd'hui la France est le deuxième plus gros consommateur de manga au monde, juste derrière le Japon. En 2021, une BD vendue sur deux était un manga, soit 53 millions en une année. Si bien que le Pass Culture, qui avait étendu son catalogue au manga, avait reçu de nombreuses critiques et avait même été surnommé Manga Pass. Un Pass Culture, on donne 300 € à tous les jeunes, quels que soient les revenus de leurs parents, à charge pour eux de dépenser où ils le souhaitent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des mangas. Les copains, est-ce que c'est sérieux, quoi? Enfin, on parle de culture. Bref, cette normalisation de la culture japonaise en France a donné lieu à une expression « un Japon, pas Japon ». Si je vous dis Uniqlo, comme des garçons, que je vous parle des Sunny Angel, est-ce que vous pensez directement au Japon? Eh bien non, car ces objets sont arrivés en France sans l'étiquette japonaise. Eh bien, le même phénomène se produit lorsque vous mangez des sushis, consommez des animés ou jouez à un jeu Nintendo. La culture nippone s'est si bien infiltrée dans notre quotidien qu'elle en a perdu son caractère exotique. Et ce n'est pas un défaut en soi, cela marque simplement la relation très fusionnelle entre les deux pays. Et ça commence par la nourriture. Ce domaine est l'un des vecteurs les plus stables du soft power japonais, car il n'est pas sujet à des modes. Les générations de lecteurs et de spectateurs ont découvert les habitudes alimentaires dans les mangas et les films, puis ont tous rêvé de goûter ce que mangent leurs héros de fiction. Et ça se retranscrit aussi dans la vraie vie. Depuis le début des années 2000, le nombre de restaurants japonais a explosé dans le pays. Rien que dans la capitale, on en compte près de 800 en 2026. Les sushis sont constamment en tête des meilleures ventes sur Uber Eats, et le matcha ne cesse d'attirer de nouveaux adeptes. En plus de cela, les influenceurs franco-japonais cartonnent sur internet. Je parle évidemment de Louis-San, Tev Japon, mais aussi des vidéos japonaises de Cyprien à l'époque. Parlons de Louis-San, le youtubeur franco-japonais le plus connu. Il cumule 1,5 million d'abonnés sur sa chaîne principale. Avec de nombreux concepts, il permet aux Français de visualiser les us et coutumes traditionnelles japonaises. Il fait également découvrir des restaurants authentiques et a récemment lancé plusieurs projets. Le premier est Oni, sa marque de vêtements où il propose des hoodies avec un design japonais assez streetwear. D'ailleurs, on peut rappeler la marque de Squeezie Yoko qui optait pour le même univers. Comme quoi les vêtements d'inspiration nippone plaisent toujours autant en France. Le deuxième de ses projets est l'ouverture de plusieurs restaurants à Paris. Avec Tenten Udon, Espace Gohan ou encore le Café Maru, il tente de recréer une ambiance traditionnelle japonaise et de faire découvrir certains plats moins connus du grand public. Mais alors maintenant qu'on a vu tout ça, on a vu que la France était le plus grand consommateur de manga au monde. Que la nourriture japonaise n'en finissait plus de séduire notre pays qui est, rappelons-le, celui de la gastronomie. Maintenant qu'on sait tout ça, il ne reste plus qu'à nous interroger sur la dimension politico-sociale de cette amitié. Et cela tombe bien car en ce moment même se tient à Évian en Haute-Savoie, le G7. Et à l'occasion de ce rendez-vous entre grandes puissances, la première ministre japonaise a réaffirmé le lien entre nos deux pays. Le Japon, c'est la destination de tous les records. Mais oui, 43 millions de visiteurs en 2025, record battu avec une incroyable croissance de 16% en un an. Tout le monde veut aller au Japon. Parce que normalement, on connaît tous quelqu'un qui y a été, qui connaît quelqu'un qui va y aller, qui connaît quelqu'un qui rêve d'y aller. Et ça se confirme dans les tendances. Le guide du routard indique par exemple que le Japon est la destination la plus discutée sur son forum. Et c'est vrai que le nombre de Français à être allés au moins une fois au Japon a considérablement augmenté depuis l'après-Covid. Rien que cette année, entre janvier et avril, on compte plus de 150 000 visiteurs français, soit 10% de plus qu'en 2025. Donc non, le Japon n'est pas mort. D'ailleurs, l'inverse se fait également sentir puisque la France est la destination favorite des Japonais en Europe. Bon, pour répondre à pourquoi le Japon séduit autant, il y a un concept qu'on se doit absolument de maîtriser. Le Cool Japan. Jusqu'au début des années 2000, le Japon n'avait pas vraiment de politique claire en matière de soft power. Les animés, la high-tech et les jeux vidéo cartonnaient,
et le gouvernement laissait couler le game. Mais en 2002, l'économiste Douglas McGray invente un nouveau concept, le Cool Japan. L'expression caractérise l'image positive que le pays véhicule naturellement grâce à sa culture. Et là, c'est la révélation pour le pays. Bon, révélation assez lente puisqu'il faudra attendre 2013, soit 11 ans quand même, mais c'est déjà ça. Dès 2013 donc, il lance le Cool Japan Fund avec une enveloppe de plus de 50 milliards de yens. Le plan est assez simple, on prend tout ce qui marche déjà et on le booste avec de l'argent. Comprenez les animés, les jeux vidéo avec Sony et Nintendo, la mode et j'en passe. Cela marche aussi pour la nourriture car l'argent sert à financer les restaurateurs et les aider à s'installer à l'étranger pour exporter la culture. Mais ce plan n'est pas nouveau, alors qu'est-ce qui a fait que le Japon s'est autant démarqué des autres pays? Si le pays fascine autant, c'est parce qu'il apparaît comme un monde en soi. Le Japon a longtemps vécu en vase clos, ce qui a permis l'émergence d'une culture si singulière. On parle souvent d'un millefeuille civilisationnel. Cette expression décrit la superposition de couches à la fois traditionnelles et contemporaines qui forment la culture japonaise. Ces deux univers, bien que très distincts, coexistent parfaitement. L'un regroupe les mangas, la technologie, la fashion. À l'inverse, l'autre, plus traditionnel, enveloppe la cérémonie du thé, l'art et les valeurs sociales. Parlons-en d'ailleurs de ces habitudes en public. La gentillesse infinie avec les inconnus, cette volonté de toujours vouloir rendre service et l'honnêteté sont des traits très prisés par les Français. De plus, le Japon fut considéré pendant longtemps comme le pays non occidental le plus avancé culturellement. Les Japonais étaient très polis, studieux, curieux et désireux de tout savoir sur l'Occident et en particulier sur la France. La nourriture japonaise a également été désignée comme bien culturel immatériel à l'UNESCO, au même titre que la baguette ou le repas en France. La nourriture apparaît donc comme un vecteur de rapprochement entre nos deux pays. Si aujourd'hui les sushis sont entrés dans le quotidien des Français, le simple fait de manger un onigiri dans un combiné market est encore un rêve pour des milliers de fans du Japon. Pour finir et pour le plus grand bonheur de tous, les liens franco-japonais vont continuer de perdurer puisque le nouvel ambassadeur du Japon, Hideo Suzuki, est un amoureux de notre pays. Invité sur le plateau de Quotidien, il raconte avoir vécu en France et apprécier nos BD et notre patrimoine matériel. En conclusion, ce simple geste entre dirigeants n'est que la partie visible de l'iceberg culturel qui rallie nos deux pays depuis 1867. Le Japon a réussi ce que très peu de pays parviennent à faire, c'est-à-dire s'infiltrer si profondément dans une culture qu'il en devient invisible tout en restant omniprésent.